Donc bonjour à tous. Donc je suis Servane Coste, je suis chef du laboratoire énergie et technologie à l'unité d'enseignement de Saclay, à l'INSTM. Bonjour à tous, je suis Cyril Karam, doctorant en 3e année en chimie atmosphérique au LSE. C'est sur le site aussi du CA Orme des Mérissiers. Voilà. Et donc pour cette première conférence, nous avons l'honneur de recevoir Valérie Masson-Delmotte. Alors pour commencer, je vais faire une bio très express. Donc en quelques mots, Valérie Masson-Delmotte, vous êtes docteur en physique des fluides et des transferts. Vous avez intégré le CEA en 1997 et vous êtes actuellement directrice de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Vous faites partie de nombreux projets nationaux et internationaux, dont le fameux groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, plus connu sous l'acronyme GIEC. Dans ce cadre, vous avez contribué à la rédaction de plusieurs rapports et depuis 2015, vous êtes élue coprésidente du groupe de travail numéro 1 du GIEC qui porte sur les bases physiques du climat. Depuis 2018, vous êtes également membre du Haut Conseil pour le climat, qui est une instance consultative indépendante française placée directement auprès du Premier ministre. Vous avez également une importante activité dans la médiation scientifique à destination du grand public, des jeunes et des moins jeunes, activité durant laquelle vous vous employez à expliquer les connaissances scientifiques sur l'évolution du climat et leurs impacts. Valérie Masson-Delmotte, donc je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce colloque Climat et énergie et de nous parler d'un sujet qui est terriblement d'actualité, le réchauffement climatique. Donc voilà, donc Valérie, vous avez à peu près 30 minutes pour votre présentation. Ouais. Et puis la présentation sera suivie par 15 minutes de questions. Bonjour. Donc, je voulais faire avec vous un point sur ce qu'est le changement climatique et puis également vous présenter les points clés des 3 derniers rapports spéciaux du GIEC rendus en 2018 et 2019. Vous avez là une représentation quasi artistique du réchauffement à la surface des continents et des océans sous forme de barres de 1850 à 2019, une année, une barre, ce qui permet de visualiser ce degré de réchauffement qui est déjà observé et qui est une rupture par rapport aux variations naturelles du climat au cours des 2 derniers millénaires. Donc les points clés de cette présentation sont les suivants. Le climat change partout, aussi bien au-dessus des continents que dans les océans ou dans les régions polaires, avec des effets visibles qui affectent à la fois les activités humaines et les écosystèmes. Cette évolution récente du climat est due aux émissions passées et actuelles de gaz à effet de serre, en partie masquées par l'effet refroidissant des particules de pollution. À court terme, il y a des tendances inéluctables, mais nos choix en matière d'adaptation, de gestion de risques, peuvent réduire ces risques. À long terme, les évolutions climatiques, en gros après 2050, vont dépendre radicalement des choix que l'on va faire et des émissions de gaz à effet de serre à venir dans le monde. Et peut-être que le point sur lequel je veux insister est le suivant, de nombreuses options existent pour agir. Alors, cette connaissance du changement climatique s'inscrit dans ce que je décris comme une formidable aventure scientifique, avec la construction graduelle d'outils d'observation, et en particulier depuis le XVIIe siècle les instruments de mesure, puis la construction de grands réseaux d'observation qui se sont élargis au XXe siècle avec l'observation en profondeur de l'océan, et puis l'observation de la Terre depuis l'espace. C'est également une physique solide, bien établie, les transferts de rayonnement, la physique des fluides appliquée à l'océan, à l'atmosphère, la thermodynamique, mais aussi des connaissances en chimie ou en biologie qui permettent de comprendre également le cycle du carbone. Ces connaissances de physique solides et bien établies, on l'applique à un système complexe, le climat, océan, atmosphère, surface des continents, glace, biosphère, dont les interactions sont complexes et peuvent amplifier ou atténuer toute perturbation du bilan d'énergie de la Terre. Donc c'est ça qui fait la beauté des sciences du climat. Et puis dans cet ensemble de connaissances, on a également la compréhension, la connaissance des grandes variations climatiques passées, j'en parlerai très peu, mais c'est mon travail. Et puis enfin, on a la mise en place d'outils de modélisation, des modèles de climat à base physique. Pour la partie atmosphère, c'est la même chose que ce qui permet de prévoir le temps, mais on les intègre sur une durée plus longue, on les couple avec la surface des continents, l'océan,
Ces modèles de climat nous sont utiles pour comprendre comment le climat fonctionne, nous permettent de donner sens aux évolutions récentes, de comprendre les grandes variations passées, et sont des outils qui permettent d'explorer les futurs possibles sur une base de connaissances physiques. Donc les activités humaines perturbent très profondément la composition de l'atmosphère. Vous avez là les enregistrements issus de carottes de glace qui couvrent les derniers 2000 ans, et puis pour la période récente, les mesures directes dans l'atmosphère. Vous voyez la perturbation très profonde depuis la révolution industrielle pour la teneur en dioxyde de carbone, qui sort complètement de la gamme des variations, pas uniquement des derniers 2000 ans, mais des derniers 800 000 ans. Donc l'augmentation de la teneur en dioxyde de carbone est due à la combustion du charbon, du pétrole, du gaz et à la déforestation. Vous voyez également une augmentation très forte de la teneur en méthane dans l'atmosphère. Elle va être due à des fuites de gaz, à la riziculture, à l'élevage, à la fermentation des déchets. Donc on voit que là, le secteur agricole est également concerné. Une augmentation également très forte de la concentration d'oxyde nitreux dans l'atmosphère, en grande partie due à l'utilisation d'engrais azotés. Le facteur le plus important qui crée un déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, c'est l'augmentation de la concentration en dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, donc, piège de la chaleur qui ne part pas vers l'espace. Une partie de nos rejets chaque année est reprise par la végétation et les sols. Une partie de nos rejets rentre dans l'océan et provoque son acidification. Ce qui reste dans l'atmosphère, environ la moitié de nos émissions chaque année, s'accumule à ce qui était resté l'année précédente et l'année précédente. Cette fraction qui reste dans l'atmosphère, elle a une très longue durée de vie. Une échelle de temps, c'est de centaines à milliers d'années. Donc, nous perturbons le bilan d'énergie de la Terre. La Terre reçoit de la chaleur par rayonnement solaire. Une partie est réfléchie, une partie est absorbée, réchauffe la surface des continents, la surface de l'océan, les basses couches de l'atmosphère. Cela émet un rayonnement infrarouge. Quand on rajoute de l'effet de serre, une partie de ce rayonnement infrarouge ne part plus vers l'espace, entraîne donc une accumulation d'énergie. L'océan a capté plus de 90% de cette énergie supplémentaire emmagasinée dans le système climatique. Donc on ne peut pas revenir en arrière. Le temps de mélange de l'océan est d'environ 1000 ans, le temps qu'on fasse le grand tapis roulant océanique. Sur ce déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, le réchauffement des sols, c'est de l'ordre de 3% de l'énergie supplémentaire accumulée. 3% est converti en fonte de la banquise arctique, du manteau neigeux, des glaciers, la calotte du Groenland. Et 1% est le réchauffement des basses couches de l'air, là où nous vivons. Donc le principal facteur qui permet de refléter le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, c'est l'accumulation de chaleur dans l'océan, qui est mesurée ici en trilliards de joules. Vous voyez des estimations peu précises à partir des années 1960, avec un réseau d'observation imparfait, ce sont les barres vertes. Et vous voyez donc une qualité de ce réseau d'observation qui s'améliore, avec des barres verticales de plus en plus petites. Le fait d'être capable de suivre le contenu de chaleur de l'océan en profondeur est essentiel pour boucler notre compréhension du bilan d'énergie de la Terre. Pour donner un ordre de grandeur, entre 2018 et 2019, la quantité d'énergie supplémentaire stockée dans l'océan mondial représente 45 fois l'ensemble de l'énergie primaire consommée par l'humanité. C'est le résultat du déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre dû à l'effet de serre supplémentaire emmagasiné dans l'océan. Vous voyez également le fait que cette vague de chaleur, entre guillemets, pénètre en profondeur dans chaque bassin océanique et de plus en plus profondément. Je présenterai à la fin de cette conférence les conséquences pour les écosystèmes marins. Et puis nous vivons à la surface des continents et des océans. Beaucoup de phénomènes climatiques, comme les événements extrêmes, sont proportionnels à l'amplitude du réchauffement à la surface de la Terre. Donc c'est une variable qui a un sens. Et enfin, les négociations internationales sur le climat se sont accordées à fixer comme objectif, dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, de contenir ce réchauffement à la surface de la Terre largement en dessous de 2 degrés, avec l'aspiration à renforcer les efforts pour le contenir à 1,5 degré. Donc vous avez la même courbe que je montrais tout à l'heure avec le code barre bleu et rouge, mais cette fois-ci, c'est représenté sous forme d'anomalie par rapport à 1850-1900, chaque mois en noir. C'est la moyenne de tous les jeux d'observation qui existent. En bleu, vous avez la fraction de ce réchauffement qui peut être attribuée à des facteurs naturels externes, activité du Soleil avec les cycles de 11 ans, éruptions volcaniques. Vous voyez qu'en fait, ces facteurs naturels auraient conduit sur les derniers 50 ans à un léger refroidissement du fait de l'effet parasol des poussières volcaniques. Vous avez en orange l'effet net des activités humaines, avec l'effet réchauffant des gaz à effet de serre, en partie masqué par l'effet refroidissant de particules de pollution. Et vous voyez que ça représente 100% du réchauffement qui est observé.
Donc, dans l'état de nos connaissances, le réchauffement qui est observé est dû à 100% aux conséquences des activités humaines, mais bien sûr, d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre, il peut être modulé par la variabilité spontanée du climat et par la réponse du climat à des facteurs externes, en particulier l'occurrence de grosses éruptions volcaniques. Donc j'essaie de planter le décor et enfin, je précise que quand le climat change, sur une échelle de temps de plusieurs décennies, cela entraîne également des modifications de l'occurrence et des caractéristiques d'événements météorologiques extrêmes. Un exemple très direct est celui de l'occurrence d'épisodes météorologiques froids ou d'épisodes météorologiques chauds. Ce qui est représenté ici, c'est une gaussienne, c'est la distribution des températures en un lieu donné, par exemple les températures en été en région parisienne. Donc pour un climat donné, vous avez une certaine probabilité d'avoir des conditions moyennes, puis plus rarement des épisodes froids ou plus rarement des épisodes chauds. Quand le climat en moyenne se réchauffe, vous avez toujours des événements météorologiques froids mais plus rares. Les événements chauds qui étaient rares deviennent beaucoup plus fréquents. Et enfin, vous allez avoir de nouveaux extrêmes chauds. C'est ce qu'on observe au-dessus des océans comme au-dessus des continents partout. Et ça permet également de conclure que l'influence humaine sur le climat peut affecter des événements ponctuels, comme ça a été le cas l'été dernier en région parisienne avec 42 degrés ou dans le sud de la France avec 46 degrés. Des travaux qui prennent ou pas en compte l'influence humaine sur le climat montrent que ce type d'événement a été rendu extrêmement plus probable du fait du réchauffement climatique, conséquence de nos activités. Donc les conséquences du déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, c'est bien sûr des modifications des événements extrêmes. Par exemple, une atmosphère plus chaude peut contenir 7% de plus d'humidité par degré de réchauffement, Clausius-Clapeyron. Donc la même tempête aujourd'hui n'a pas les mêmes caractéristiques qu'il y a 50 ans. Et dans beaucoup de régions, on observe une augmentation de l'intensité des pluies torrentielles. Une atmosphère plus chaude augmente la demande évaporative et donc peut renforcer la sévérité des sécheresses, en particulier si ça coïncide avec des épisodes prolongés d'absence de précipitations. Et on l'observe autour de la Méditerranée. On observe un recul généralisé de l'enneigement à moyenne altitude. Au printemps, on observe un recul généralisé des glaciers, un recul de la calotte du Groenland, un écoulement accéléré de la calotte de l'Antarctique, un recul de la banquise arctique. Tout ça contribue également à ce qu'on appelle le changement climatique. Dans l'océan, donc l'océan accumule de l'énergie, se réchauffe, absorbe du CO2, donc son pH baisse. Comme il est plus chaud, il se mélange moins bien, donc il y a moins de transport d'oxygène dans les premières centaines de mètres océaniques. Donc on a un phénomène de déoxygénation. Et puis également, on a des vagues de chaleur marine plus intenses. Enfin, comme l'océan se réchauffe, il gonfle, il se dilate. Comme les calottes et les glaciers fondent, on a davantage de masse qui rejoint l'océan. Donc le niveau des mers monte et on observe également une augmentation des phénomènes de submersion côtière qui sont également une des conséquences de ce réchauffement climatique. Sur les continents, j'ai oublié de mentionner donc, des conditions chaudes et sèches qui favorisent une prolongation, une extension des saisons propices aux incendies, et puis également un dégel généralisé des sols gelés, que ce soit en montagne ou du côté de l'Arctique. Alors il y a également quelque chose qui augmente de manière spectaculaire, c'est la production de connaissances scientifiques dans tous les domaines. Pas seulement en sciences du climat, ce que j'ai décrit là, mais aussi autour de l'étude des impacts dans les différents secteurs d'activité, dans les différentes régions, pour les écosystèmes comme pour les activités humaines. Et enfin, l'exploration de toutes les solutions qui sont possibles, comment assurer un développement soutenable tout en réduisant massivement les rejets de gaz à effet de serre, comment assurer un développement soutenable en renforçant la résilience de nos sociétés, de nos systèmes de production, de nos villes. Donc tout ce foisonnement de connaissances scientifiques donne lieu à plus de 20 000 publications dans les journaux à comité de lecture chaque année avec le mot-clé « changement climatique ». Il est impossible à chacun d'entre nous de suivre cette masse de connaissances. Et il est d'autant plus justifié de passer collectivement en revue cet état des connaissances de manière critique. Qu'est-ce qui est robuste, qui résiste à l'examen critique, qui est solidement établi ? Pourquoi y a-t-il des controverses sur certains points, parce que les connaissances sont imparfaites, parfois contradictoires ? Où sont les limites des connaissances et les principales sources d'incertitude ? Et c'est exactement le mandat du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Il a été mis en place en 1988, il est rattaché à l'Organisation météorologique mondiale et au Programme des Nations Unies pour l'environnement. Le GIEC ne fait pas de recherche, il passe en revue l'ensemble des connaissances scientifiques sur la base de la littérature scientifique, technique, socio-économique, vis-à-vis du changement climatique, vis-à-vis des options d'action, que ce soit pour l'adaptation ou pour l'atténuation, c'est-à-dire agir sur la cause du changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre.
Donc le GIEC mobilise pour cela des centaines de chercheurs du monde entier qui vont être les auteurs des rapports. Ces auteurs ne sont pas rémunérés, ils le font sur une base volontaire, avec l'appui en fait des universités ou des centres de recherche qui les emploient. Ça mobilise des milliers de relecteurs qui vont apporter leur regard critique et permettre d'avoir une évaluation qui soit la plus objective, rigoureuse et exhaustive possible. Et enfin, le GIEC ne fait pas de recommandations, il évalue l'état des connaissances, il évalue les options d'action, leur potentiel, leurs effets indésirables, leurs co-bénéfices, leurs coûts, et il met cela sur la table. Donc quand vous lisez dans les médias les modèles du GIEC, c'est faux. Le GIEC n'a pas de modèle, les modèles sont développés dans les centres de recherche du monde entier. Quand vous lisez le GIEC vous dit qu'il ne faut pas faire ci ou pas faire ça, c'est faux. En fait, nous on montre les options d'action qui existent et les conditions de mise en œuvre de trajectoires permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc pour ce 6e cycle d'évaluation qui court de 2015 à 2022, nous avons reçu un nombre incroyable de sollicitations pour préparer des rapports spéciaux, une trentaine, et les représentants des différents pays du monde se sont accordés pour en rendre 3, donc on a rendu les 2 dernières années. Sur un réchauffement global d'1,5 degré, une demande de l'accord de Paris sur le climat, la COP21, un rapport sur l'océan et la cryosphère, tout ce qui est neige, glace et sol gelé dans un climat qui change, je terminerai par celui-ci, et puis un rapport spécial sur le changement climatique et l'utilisation des terres, qui touche à des sujets importants comme la dégradation des terres, la désertification ou la sécurité alimentaire. Et nous sommes en plein dans l'élaboration des rapports complets, vous êtes invités à y contribuer. Le rapport du groupe 3, qui a par exemple un chapitre sur l'énergie, est en cours de relecture dans sa première version jusqu'à la fin de la semaine. Le rapport du groupe 1, dans sa 2e version, est en cours de relecture à partir d'hier jusqu'à la fin avril. Dans sa 2e version, c'est la dernière possibilité d'y contribuer. Je résume le rapport sur 1,5 degré en disant chaque demi-degré de réchauffement compte, chaque année compte et chaque choix compte. C'est un rapport rédigé par une centaine d'auteurs qui ont passé en revue plus de 6000 publications, beaucoup très récentes, et qui a bénéficié de plus de 42 000 commentaires de relecture de plus de 1000 relecteurs. Donc nous, on n'a pas choisi de travailler sur 1,5 degré, c'est vraiment une demande politique. L'ensemble des pays du monde s'est accordé sur l'objectif que je décrivais tout à l'heure, contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés. Mais certains pays très vulnérables considéraient que ce n'était pas une ambition suffisante par rapport aux enjeux pour eux. Et donc on nous a demandé d'explorer ce que ça impliquerait 1,5 degré par rapport à 2 degrés, à la fois en termes d'impact évité, mais aussi en termes de trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre compatibles, dans le contexte du développement soutenable et de son premier objectif, qui est l'éradication de la pauvreté. Donc c'est vraiment l'angle qui nous a été demandé. Alors, je reviens sur l'évolution de la température telle qu'elle est observée. C'est la même courbe que tout à l'heure. Ce qui est observé en noir, ce qui est dû aux activités humaines avec la plage d'incertitude en orange. Au rythme actuel du réchauffement, c'est les petits pointillés que vous voyez, on atteindra un monde 1,5 degré plus chaud au sens climat, c'est-à-dire moyenné sur une trentaine d'années, entre 2030 et 2050. Donc c'est le monde de demain. Il y a vraiment un intérêt à explorer ce que ça implique pour anticiper et s'y préparer. Je précise également que les promesses faites par les gouvernements en 2015, dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, impliquent des émissions de gaz à effet de serre qui continueraient à augmenter jusqu'en 2030, moins vite que si on ne faisait rien. À ce rythme-là d'ambition, si les émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas plus rapidement, donc si elles continuent à augmenter jusqu'en 2030 et diminuent ensuite graduellement, on va vers un réchauffement qui s'accentue et qui atteindrait environ 3 degrés à horizon 2100. Donc nous, ce qu'on nous a demandé de faire, c'est regarder autre chose, c'est regarder un monde où on agit rapidement pour contenir le réchauffement à 1,5 degré. Alors, par exemple, si les émissions mondiales de CO2 diminuent rapidement pour atteindre net zéro à horizon 2055, et puis si on réduit l'effet net sur le climat de tous les autres facteurs, le méthane, l'oxyde nitreux, les particules qui réchauffent et qui refroidissent, voilà à quoi pourrait ressembler l'évolution à venir. Si, par une vue de l'esprit, on agissait beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt, qu'on atteignait le net zéro pour le CO2 en 2040, vous voyez que le pic serait plus bas. Et puis si on n'agissait pas fortement sur les autres facteurs, uniquement sur le CO2, on aurait en fait un pic plus élevé. Donc le point important à retenir, c'est l'action sur les émissions de dioxyde de carbone. Parce que les émissions de dioxyde de carbone, elles ont un effet cumulatif. Donc si on veut contenir l'évolution du climat à l'avenir, à n'importe quel niveau, il faut que les émissions mondiales de CO2, qui sont passées de 15 milliards de tonnes par an quand je suis née, à plus de 40 milliards de tonnes par an aujourd'hui, diminuent rapidement, de manière soutenue, et soit net zéro, c'est-à-dire que les activités humaines ne mettent pas plus de CO2 dans l'atmosphère qu'on soit capable d'enlever et de stocker de manière durable.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui compte en termes d'évolution à venir de la température, c'est la somme des émissions passées, présentes et futures de CO2. C'est l'intégrale, en fait, en dessous de cette courbe. Donc plus vous tardez à atteindre le net zéro, plus votre cumul augmente et plus votre climat continue à dériver. Et si les émissions de CO2 ne sont pas net zéro, le climat continue à se réchauffer. On peut aussi traduire cela en budget carbone résiduel. Qu'est-ce qu'on a déjà émis? Qu'est-ce qui reste à émettre? Donc en gros, le budget carbone pour un réchauffement d'1,5 degré est de l'ordre d'une dizaine d'années par rapport aux émissions des dernières années, plus ou moins une dizaine d'années. Donc il reste très petit. Mais si les émissions mondiales de CO2 diminuent, alors votre temps augmente par rapport à l'utilisation de ce budget carbone résiduel. Et puis bien sûr, il faut agir sur les autres facteurs, l'effet net des autres gaz à effet de serre et des particules, et c'est cela qui va déterminer également le pic de température, sachant que les autres facteurs ont parfois une durée de vie plus courte dans l'atmosphère, donc si vous agissez dessus, vous pouvez avoir un bénéfice plus immédiat. Alors qu'est-ce que c'est un monde 1,5 degré ou 2 degrés plus chaud? C'est un monde en fait où les tendances actuelles s'intensifient à mesure de ce réchauffement. Donc un réchauffement plus prononcé toujours au-dessus des continents qu'au-dessus des océans, très fort près de l'Arctique. C'est également un climat où les précipitations augmentent dans les régions froides, mais diminuent en moyenne annuelle dans les régions de climat méditerranéen. La mer Méditerranée et son pourtour, c'est un des endroits où ce signal est le plus clair dans tous les travaux de modélisation du climat. Donc chaque fraction de réchauffement supplémentaire entraîne dans cette région une baisse nette de l'abondance de la pluviométrie en moyenne annuelle. C'est aussi une des régions où on a une augmentation du risque de sévérité de sécheresse observée et qui s'accentue très fortement pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire à venir. Et c'est aussi le cas, par exemple, en Afrique du Sud ou dans le sud-est de l'Australie. Et puis en ce qui concerne les événements extrêmes, le signal est encore plus net. Donc dans un climat qui se réchauffe pour chaque fraction de degré supplémentaire, on a une intensification des pluies torrentielles, c'est ce qui est représenté ici dans toutes les régions bleues en haut. Et enfin, le signal est encore plus frappant pour les événements chauds extrêmes, une augmentation très forte du nombre de jours très chauds, de l'intensité des jours les plus chauds, ce qui n'est pas représenté, pour chaque demi-degré supplémentaire. Vous voyez que le signal est particulièrement marqué dans les régions tropicales. Donc l'augmentation des vagues de chaleur marines, c'est ce qui entraîne une dégradation des récifs de coraux. L'augmentation des vagues de chaleur terrestres peut poser des problèmes sanitaires de morbidité dans des conditions très chaudes et très humides, en ville par exemple, avec des effets amplificateurs. Ça va provoquer des baisses de rendement d'un certain nombre de céréales clés, et ça entraîne également des chutes de rendement pour la productivité du bétail, en particulier dans les régions tropicales. Voilà un exemple de synthèse de risques qui sont représentés par un code de couleur qui va de indétectable en blanc à très élevé en noir, en fonction de l'intensité du réchauffement planétaire. Donc la barre grise présente là où nous en sommes aujourd'hui, le niveau de réchauffement 2006-2015. Et vous voyez que nous sommes déjà rentrés dans une zone d'impact élevé pour les récifs de coraux tropicaux. 70 à 90% d'entre eux risquent d'être sévèrement dégradés, même pour un réchauffement d'1,5 degré, et presque tous seront touchés pour un réchauffement de l'ordre de 2 degrés. Il y a également des enjeux importants du côté de l'Arctique. Dans un monde 1,5 degré plus chaud, la banquise arctique continue à se réduire en fin d'été, mais elle reste présente et elle n'est absente qu'une année sur 100. Dans un monde 2 degrés plus chaud, c'est une année sur 3 à une année sur 10, avec des enjeux contrastés, des opportunités pour de nouvelles voies de navigation, des enjeux pour les écosystèmes qui dépendent de la glace de mer ou pour toutes les sociétés locales qui s'en servent, par exemple, pour se déplacer en hiver. Donc des enjeux qui peuvent être très contrastés, et je veux souligner cet aspect-là. Quand on analyse les risques, ce n'est pas simplement une histoire de climat, c'est une histoire d'exposition, de vulnérabilité, et les conséquences peuvent être contrastées même dans une même région pour différentes fractions de la population. Le risque de perte d'écosystèmes terrestres en termes d'habitat double entre un réchauffement d'1,5 degré et 2 degrés sur la base d'une étude de 100 000 espèces d'insectes, de plantes et de vertébrés. Le risque d'inondation côtière et d'inondation fluviale augmente à mesure de l'intensité du réchauffement. Le risque pour les rendements agricoles de baisse de rendement agricole diminue, en particulier dans les régions tropicales. Et certains secteurs comme le tourisme qui dépend de la plage, le tourisme qui dépend des sports d'hiver, vont être directement affectés. Il y a également un ensemble d'enjeux sanitaires directs et indirects. Ici, ce qui est représenté, ce sont les enjeux liés aux vagues de chaleur, en particulier dans les villes, qui vont augmenter fortement à mesure de l'intensité du réchauffement moyen. Donc, les risques, en fait, ne sont pas les mêmes partout. Ils sont disproportionnellement plus élevés dans la région arctique, dans les zones arides et de climat méditerranéen, pour les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés.
Et en fait, l'enjeu de la maîtrise du réchauffement climatique, c'est un enjeu de développement. Parce qu'en fait, il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui sont susceptibles de basculer dans la pauvreté et qui, pour un réchauffement plus important, seraient exposées à des risques climatiques croisés. Donc, contenir l'ampleur du réchauffement permet de protéger ces populations qui sont plus vulnérables que d'autres. Il y a bien sûr un ensemble d'options d'adaptation qui existent et qui permet de limiter les risques climatiques. Par exemple, verdir les villes pour limiter les effets d'îlots de chaleur. Ou par exemple, adapter les espèces cultivées pour qu'elles puissent produire et avoir des rendements pertinents, même en conditions chaudes ou sèches. Mais les besoins d'adaptation augmentent clairement avec l'ampleur du réchauffement, avec des limites aux capacités d'adaptation, même pour un réchauffement de l'ordre de 1,5 degré. Et je souligne qu'il existe très peu de littérature économique qui permet de chiffrer le coût de l'adaptation et qui permet de chiffrer les pertes et dommages liés au changement climatique lorsqu'on dépasse les limites d'adaptation. La situation, par exemple, récente en Australie suite aux incendies de forêt est beaucoup plus intense que ce qui avait été anticipé, que ce soit dans les modèles de climat existants ou que ce soit dans les analyses socio-économiques des dommages liés au changement climatique. Pour contenir le réchauffement global à un niveau bas, il faut que les émissions mondiales de dioxyde de carbone diminuent très fortement. Pour 1,5 degré, diminuer de moitié entre 2010 et 2030 et atteindre le net zéro à horizon 2050. Pour contenir le réchauffement largement en dessous de 2 degrés, c'est diminuer d'un quart à horizon 2030 et atteindre le net zéro à horizon 2070. Mais on n'est pas capable de conclure si c'est quelque chose qui est faisable ou pas, parce que la faisabilité, elle dépend très clairement de la volonté politique, de la volonté citoyenne, de la mise en œuvre de plans d'action concrets. Nous, ce qu'on peut évaluer, ce sont les conditions de mise en œuvre, les dimensions de faisabilité, et d'analyser option par option le potentiel, les solutions qui sont disponibles, les conditions de mise en œuvre, avec un angle environnemental, avec un angle socio-économique, avec un angle institutionnel. Voilà, donc c'est ces différentes dimensions de faisabilité. Donc ce qu'on montre, c'est que agir par rapport à cette situation, ça demanderait en fait des transitions et des changements à une échelle sans précédent, c'est-à-dire en gros au niveau mondial, faire aussi vite que lorsque dans certains pays, on a fait des transitions pour sortir du charbon vers le nucléaire ou du charbon vers le gaz, mais le faire à l'échelle planétaire. Donc des transitions pas uniquement dans le secteur de l'énergie, mais dans tous les grands systèmes. Donc, dans le secteur de l'énergie, c'est décarboner la production électrique, électrifier les usages finaux de l'énergie. Du côté de l'usage des terres, c'est transformer les pratiques agricoles et les choix alimentaires de sorte à ce qu'au lieu d'émettre des gaz à effet de serre, on stocke du carbone dans les sols. C'est transformer les villes pour valoriser l'économie circulaire, l'efficacité énergétique, toutes les mobilités actives ou les transports en commun, avec des enjeux majeurs dans la manière de construire en fait et de réutiliser les matériaux dans le bâtiment. C'est du côté de l'industrie valoriser au maximum l'efficacité énergétique et l'économie circulaire également. Et c'est mettre en place toutes les infrastructures nécessaires pour ces ensembles de transformation. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une large palette de technologies qui est disponible aujourd'hui, mais que pour contenir le réchauffement à un niveau bas, on a aussi besoin d'agir sur les comportements et la consommation. Ce n'est pas une histoire d'offre et de production, c'est aussi une histoire de demande. Et enfin, il y a des conditions sine qua non, sortir le plus vite possible du charbon partout, et réorienter les investissements vers les options bas carbone et l'efficacité énergétique d'un facteur 5 à 6 dans le monde à horizon 2050. Si on tarde à agir simplement une dizaine d'années, qu'est-ce que ça veut dire? Si on tarde à agir une dizaine d'années, ça veut dire qu'on va dépasser 1,5 degré, on aura peut-être des pertes irréversibles d'écosystèmes, on aura des gestions de crise croissantes, mais si on veut en fait revenir en arrière et recontenir le réchauffement à un niveau bas, ça veut dire, en fait, dans la deuxième moitié de ce siècle, l'enveloppe grise que vous voyez, déployer massivement des options qui aujourd'hui n'existent pas encore pour enlever du CO2 de l'atmosphère et le stocker de manière durable avec des quantités colossales d'émissions négatives à retirer de l'atmosphère. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'on a exploré les dimensions de soutenabilité en regardant comment on peut construire des transitions qui soient éthiques, qui préservent la biodiversité et le climat, équitables et justes, en prenant en compte les plus vulnérables. On montre en fait que chaque option d'action, on peut l'analyser avec cette grille d'analyse des dimensions du développement durable, et que chaque option d'action, elle présente des synergies ou des compromis. Donc en fait, on peut choisir intelligemment un ensemble de mesures qui permettent de s'adapter, de réduire les émissions. On montre également que les bénéfices les plus larges dans le monde, quand on regarde cette dimension d'un développement soutenable, on les identifie quand on renforce la sobriété en énergie, la sobriété en matériaux, et des choix alimentaires sains et sobres en carbone.
Et bien sûr, il y a un ensemble de conditions de faisabilité, et en particulier de comprendre ces enjeux-là. L'enjeu de formation est important. Mais il y a également des enjeux de coopération et de gouvernance de l'échelle de la ville à l'échelle européenne pour nous, par exemple. Alors, quelques mots sur la question liée aux terres. Les terres, c'est une ressource critique sous pression croissante. Donc c'est notre deuxième rapport. Une gestion durable des terres fait partie des solutions, mais ne peut pas tout faire pour réduire les risques climatiques. Donc ce rapport, il est basé sur plus de 7000 publications. Et il montre que nous avons une utilisation insoutenable des terres aujourd'hui. Nous utilisons 70% des terres pour les besoins humains. Nous en dépendons pour notre alimentation, notre habillement, notre bien-être, notre identité culturelle. Un quart des terres sont dégradées. L'évolution démographique et l'évolution de la consommation par habitant conduit à des taux sans précédent d'utilisation, par exemple, de l'eau douce, et produit une dégradation des écosystèmes et une perte croissante de biodiversité. Par exemple, la consommation d'huile végétale ou de viande a doublé par habitant depuis les années 1960. Malgré les gains agronomiques, l'augmentation des rendements agricoles, 820 millions de personnes souffrent de la faim avec des signaux très préoccupants de réaugmentation de la faim sur ces dernières années. Et 2 milliards de personnes souffrent de surpoids ou d'obésité avec un coût croissant des maladies chroniques associées à une mauvaise nutrition. De même, 25 à 30% de la production mondiale alimentaire est perdue ou gaspillée. Et dans son ensemble, les systèmes alimentaires, disons de la ferme à la poubelle en passant par l'assiette, donc ce qui comporte une partie du secteur de l'énergie, représente un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et ce secteur est vulnérable, on le voit partout, par rapport en particulier aux événements extrêmes. Donc dans ce secteur, et je vais en parler parce que souvent on réduit la question du climat à une question de transition énergétique, il y a un enjeu majeur de transition agricole et alimentaire. En agissant sur les pertes et le gaspillage alimentaire, les modes de production, de transformation et de consommation, la préservation, la restauration de tous les écosystèmes naturels, et en particulier ceux qui ont une valeur importante en termes de puits de carbone. On entend beaucoup parler de planter des arbres sur la question du changement climatique, donc sur la question du boisement, mais aussi de la production de biomasse pour l'énergie. Dans une gestion intelligente, diverse de paysages, il y a un potentiel. Mais à grande échelle, ce potentiel est très limité parce que ces options-là, elles peuvent mettre en péril la préservation de certains systèmes naturels et peser sur la sécurité alimentaire. Et il y a toutes les options de gestion de risque qui sont également très importantes. Alors, je vais passer sur ce volet-là. Je veux juste montrer en termes de risques liés au processus terrestre les enjeux de pénurie d'eau dans les régions arides qui augmentent pour chaque fraction de réchauffement. Et là, on regarde jusqu'à 5 degrés de réchauffement à l'horizon de ce siècle. Des risques croissants, par exemple, pour les feux de forêt. Le risque de feu de forêt double entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement autour de la Méditerranée, par exemple. Des enjeux de dégradation des sols gelés qui stockent une partie importante, une partie énorme de carbone. Dans les régions arctiques, c'est 2 fois plus de carbone dans les sols gelés que dans l'ensemble de l'atmosphère. Et puis des enjeux d'instabilité d'approvisionnement alimentaire qui augmentent à mesure de l'intensité du réchauffement. Mais les risques ne dépendent pas que du niveau de réchauffement. Ils dépendent très profondément des choix de développement que nous allons faire. Par exemple, si on prend l'insécurité alimentaire, le fait d'avoir une alimentation disponible et accessible, le niveau de risque dépend des choix socio-économiques et du niveau de réchauffement. Si on maîtrise l'évolution démographique, si on réduit les inégalités, si on a des systèmes de production résilients bas carbone, une forte capacité d'adaptation, si on gère bien les terres, en luttant par exemple contre l'artificialisation, alors en fait, même pour 2 degrés de réchauffement à la surface de la Terre, on peut limiter à un niveau modéré les risques d'insécurité alimentaire. Par contre, si on a une forte évolution démographique, des inégalités fortes, des consommations et des productions intensives en ressources, des changements technologiques lents, une faible capacité d'adaptation, même pour 1,5 degré de réchauffement planétaire, le niveau de risque d'insécurité alimentaire deviendra très élevé. Donc très profondément, les enjeux liés au climat ne dépendent pas que du climat, mais dépendent vraiment des choix socio-économiques qui seront faits. Et ça demande des stratégies intégrées. Par exemple, diversifier les régimes alimentaires, diversifier les systèmes de production. Ça favorise l'adaptation au changement climatique, le stockage de gaz à effet de serre dans les sols, et c'est mieux pour votre santé. De telles transitions alimentaires, ça peut libérer des millions de kilomètres carrés de terre, dans ce cas-là disponibles pour produire de la biomasse pour l'énergie, pour afforester avec des espèces diverses et variées, intégrées dans leur paysage. A l'inverse, déployer à grande échelle, comme je disais tout à l'heure, l'utilisation de terres supplémentaires pour de l'afforestation mal faite ou pour produire de l'énergie, ça peut avoir des impacts extrêmement négatifs pour la sécurité alimentaire, la biodiversité ou la qualité des sols. Donc ça montre l'importance d'intégrer la pression sur les terres
dans la réflexion sur les options de réponse par rapport au changement climatique. Et pour les terres, on a tout intérêt à agir vite pour réduire les risques pour des millions de personnes liés à la dégradation des terres, l'insécurité alimentaire et l'insécurité des moyens de subsistance pour les agriculteurs. Quand on investit sur la restauration des terres, il y a des ratios bénéfices-coûts très importants par rapport aux services que ces terres restaurées, ces écosystèmes restaurés nous rendent. Et de nombreuses technologies et pratiques de gestion durable des terres sont rentables en 3 à 10 ans. Donc il y a vraiment tout intérêt à agir rapidement dans ce secteur-là. Et je termine sur les aspects inéluctables auxquels nous allons devoir faire face. Ils sont particulièrement frappants avec l'océan et la cryosphère parce que ce sont des systèmes qui ont un temps de réponse lent. Ils ont pris de plein fouet les conséquences du changement climatique sur les dernières décennies. Et les conséquences sont déjà profondes et graves, aussi bien pour l'humanité que pour les milieux naturels dont nous dépendons. Donc c'est un rapport dans lequel on a regardé les effets en cascade. Comment nos activités créent des changements physiques ou biogéochimiques, comment ça affecte la biodiversité et les écosystèmes, et comment ça affecte les sociétés humaines qui en dépendent, et la manière dont on peut renforcer la résilience. Premier volet, ce sont les régions de haute montagne. Aujourd'hui, 670 millions de personnes y vivent, mais des milliards de personnes dépendent également de la capacité de la neige et des glaciers à stocker de l'eau et la libérer pendant les saisons sèches. On en dépend par exemple pour la production d'hydroélectricité, pour l'alimentation en eau de grandes villes, ou bien pour les activités agricoles. Donc les glaciers, la neige, la glace, le pergélisol de haute montagne sont en déclin, ça continuera à diminuer. Ça modifie les risques naturels locaux, avec des impacts sur le tourisme, les rendements agricoles, par exemple autour de l'Hindu-Kush Himalaya ou autour des Andes, et la biodiversité locale. Les espèces adaptées au chaud montent, et l'habitat des espèces adaptées au froid se réduit. Et ça affecte déjà la disponibilité en eau pour les communautés situées largement en aval. Le déclin des glaciers, de l'enneigement, le dégel des sols gelés en haute montagne vont se poursuivre. Donc là, on confronte différentes projections. En bleu, quand on réduit massivement les rejets de gaz à effet de serre et qu'on a un réchauffement de l'ordre de 2 degrés à la fin du siècle. En gris, de l'ordre de 3 degrés. En rouge, de l'ordre de 4 degrés. Vous voyez, dans toutes les régions, la poursuite d'une perte de masse des glaciers pour les prochaines décennies. Il va falloir faire avec. Donc les stratégies d'action, c'est réduire l'ampleur de l'accroissement des impacts, par exemple par une gestion intégrée de l'eau, une coopération à travers les frontières, avec des connaissances scientifiques en appui au système d'alerte pour l'adaptation, pour les aléas locaux, et puis une montée en compétence des acteurs locaux pour anticiper et pour éviter d'être piégés sur des solutions à court terme qui en fait peuvent conduire à une maladaptation à long terme. L'exemple de la neige artificielle fait partie de ces enjeux, par exemple, pour nous, pour le tourisme en moyenne montagne en hiver. Je vais dire quelques mots des régions polaires. Vous avez une belle photo ici des écosystèmes uniques près de l'Antarctique, mais je vais surtout parler de l'Arctique. Donc près du pôle Nord, on a une diminution forte de l'extension de la banquise. Elle est observée en jaune. Elle va se poursuivre dans les prochaines décennies. Mais à la fin de ce siècle, ça dépendra profondément de ce qu'on aura fait en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Si on les a réduites, que le réchauffement est limité à 2 degrés, c'est la courbe bleue. Si au contraire, nos émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter très fortement, 4 degrés de réchauffement, c'est la courbe rouge. Même chose pour l'évolution du manteau neigeux. Pour un réchauffement de l'ordre de 2 degrés, on perd un quart des surfaces de sol gelé de l'Arctique sur 3-4 mètres de profondeur. Pour un réchauffement de l'ordre de 4 degrés, on en perd les 3 quarts. On ne sait pas encore chiffrer ce que ça implique en termes d'émissions supplémentaires de gaz à effet de serre, un dégel massif de ces sols gelés de l'Arctique. Ça fait partie des frontières de nos connaissances. Et puis du côté de l'Antarctique et du Groenland, les calottes de glace, donc formées par des précipitations anciennes accumulées, perdent de la masse de plus en plus. La perte de masse du Groenland a doublé cette dernière décennie par rapport à celle d'avant. Celle de l'Antarctique, qui glisse plus vite, a triplé. Aujourd'hui, la fonte de ces calottes et des glaciers, c'est le principal facteur de la montée du niveau des mers, en plus de l'océan qui se réchauffe et gonfle. Et ça va y contribuer pendant des échelles de temps de décennies à plusieurs siècles. Donc les régions polaires, elles vont être profondément différentes à l'avenir. Et l'ampleur de ces changements, ça va dépendre du rythme et de l'ampleur du réchauffement. Il y a 4 millions de personnes en Arctique, pour des petites communautés parfois qui ont des moyens très modestes pour pouvoir y faire face. Et les enjeux d'adaptation locaux et globaux vont être majeurs. Alors je passe à la partie niveau des mers. 65 millions de personnes aujourd'hui dans les petits États insulaires en développement. 680 millions de personnes au ras de la mer sur les littoraux mondiaux. On estime que ce sera 1 milliard de personnes à horizon 2050. Donc la montée du niveau des mers, c'est un enjeu majeur, avec une fraction importante de la population mondiale et des infrastructures qui y sont exposées. Donc la montée future du niveau des mers va dépendre du contenu de chaleur de l'océan,
qui va être contrasté en fonction de ce qu'on va faire en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de la fonte du Groenland, de l'écoulement de l'Antarctique qui reste assez mal compris, donc c'est une source d'incertitude profonde également, et puis de la perte de masse des glaciers. Dans un scénario 2 degrés, c'est environ 43 cm de montée supplémentaire du niveau des mers d'ici à 2100. Dans un scénario 4 degrés, c'est de l'ordre de 80 cm. Notre limite plausible haute est remontée à 1,10 m, mais ça ne s'arrête pas en 2100. Et vous voyez que dans le scénario d'action forte, on est sur environ 1 mètre de montée du niveau des mers à horizon 2300, et de l'ordre de 2,50 m à 5 mètres dans un scénario d'émissions fortes de gaz à effet de serre à horizon 2300. Ce n'est pas simplement une histoire de montée du niveau moyen. Quand le niveau moyen de la mer monte, et que à cela vous ajoutez la marée de l'année, la tempête de l'année, de la décennie ou du siècle, ce sont les records de haut niveau marin qui vont être franchis de plus en plus fréquemment. Ce qu'on représente sur cette figure, c'est le haut niveau marin record du siècle dernier. Quand est-ce qu'il sera atteint tous les ans? Donc, ce qui était le record du siècle, quand est-ce qu'il se produira annuellement? Lorsque les points sont représentés en couleur foncée jusqu'en rouge, cela veut dire que ce qui était le record du siècle, se produisant une fois par siècle, ça se produira tous les ans, entre maintenant et 2050. Et vous voyez que ça concerne énormément de régions, en particulier tropicales, donc les petites îles, les zones de basse terre. Cette récurrence d'événements extrêmes, elle est essentielle à prendre en compte dans l'analyse de risque, dans la conception des stratégies d'action pour le littoral. Ce n'est pas simplement une histoire de montée graduelle, c'est une histoire de système de protection par rapport à des événements extrêmes qui étaient très rares, qui vont devenir très fréquents. Et encore une fois, pour la montée du niveau des mers, le niveau de risque ne dépend pas que de vos émissions de gaz à effet de serre, du niveau de réchauffement, du niveau de montée des mers. Ça va dépendre des capacités à agir localement. Et la situation, elle n'est pas la même si vous êtes à Rotterdam ou à New York, avec la capacité d'avoir des ouvrages de défense en dur et de les renforcer, ou si vous êtes dans de grands deltas agricoles, par exemple du côté du Mékong, où là, vos leviers d'action vont être plutôt de restaurer des écosystèmes pour amortir l'érosion, pour amortir les phénomènes de submersion, ou bien sur des petites communautés arctiques où vous allez certainement, si les moyens vous le permettent, déménager votre communauté, ou bien pour des États, des petites îles urbaines, d'atolls, où vous n'avez pas forcément de solution de repli sur place, vous n'avez pas forcément l'espace disponible pour vous replier, ni les capacités à agir pour renforcer les ouvrages de défense. Donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, mettre en place des actions d'adaptation, ça permet de réduire et de retarder les risques. Mais pour cet enjeu-là, comme pour beaucoup d'autres, les personnes les plus exposées, les plus vulnérables, sont souvent celles dont la capacité de réponse est la plus faible. Et c'est pour ça que la question du changement climatique, c'est aussi un enjeu de coopération et de coopération internationale, très clairement. Je termine sur la vie marine, parce que ce n'est pas forcément ce que vous voyez directement, mais la vie marine dépend du réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce que dans un océan qui se réchauffe, le contenu de chaleur de l'océan augmente, les vagues de chaleur marine deviennent disproportionnellement plus fréquentes, vous avez une baisse du pH de l'océan, et vous avez également une perte d'oxygène dans les premiers centaines de mètres de l'océan, parce qu'un océan plus chaud se mélange moins bien. Donc cela affecte la vie marine, sa répartition et sa productivité. On voit déjà des déplacements d'espèces de plusieurs dizaines de kilomètres toutes les décennies. Les risques pour les écosystèmes marins dépendent fortement du niveau de réchauffement et des émissions de gaz à effet de serre à venir. Que ce soit pour les récifs d'eau chaude, de coraux, j'en ai déjà parlé, mais aussi les forêts de laminaires, les prairies côtières, les systèmes de surface dont nous dépendons pour la pêche, les systèmes marins des côtes rocheuses ou des marais salants, les coraux d'eau froide que l'on trouve au large de nos côtes, mais également ce qu'on trouve dans les estuaires ou les plages sableuses, les mangroves, et enfin les écosystèmes qu'on trouve dans les grandes plaines abyssales. Vous voyez qu'à mesure du réchauffement, l'ensemble des écosystèmes marins vont être affectés. C'est important pour préserver la diversité du vivant en mer, mais c'est aussi important pour ceux qui dépendent de la pêche et des produits de la mer pour leur sécurité nutritionnelle et leur sécurité alimentaire. Vous voyez là, pour un scénario de réchauffement de l'ordre de 2 ou de 4 degrés, l'évolution du potentiel de prise de pêche, avec un signal très clair qui est déjà observé de baisse du potentiel de pêche dans les régions tropicales à mesure de l'intensité du réchauffement planétaire. Alors il y a des enjeux de réponse, de cadre d'aire marine protégé, bien sûr, mais peut-être le point important, c'est que je veux partager avec vous pour terminer cette présentation, c'est que le changement climatique que nous avons induit,
Il a déjà une empreinte majeure sur des systèmes dont nous dépendons, depuis le haut des montagnes jusqu'au fond de l'océan. Il y a une inertie dans ces systèmes, les changements ils vont se poursuivre pour les générations à venir. Donc la dernière phrase de ce rapport, approuvée par les représentants de tous les pays, c'est de souligner l'urgence à mettre en priorité une action rapide, ambitieuse, coordonnée et tenace, que ce soit pour notre sécurité à nous, ou que ce soit pour préserver la diversité du vivant, au-dessus des continents comme dans l'océan. Et je termine avec ce diagramme en barre, que j'avais montré au début. Le message le plus important est le suivant. Ce sont les choix d'aujourd'hui qui vont déterminer le climat de demain. Si on a une très forte augmentation des émissions de gaz à effet de serre, on aura 2,5 degrés à horizon 2050 et 5 degrés à la fin du siècle. Si on agit au rythme d'aujourd'hui dans le monde entier, c'est 2 degrés à horizon 2050 et 3 degrés à la fin du siècle. Et si on agit de manière coordonnée, tenace, ambitieuse, on peut arriver à contenir le réchauffement en dessous de 2 degrés, mais ça demande d'agir fort. Et c'est ici un centre de formation. Il y a un rôle particulier de tous les centres de formation pour que ces connaissances elles soient enseignées, pour construire de nouvelles manières de penser et de nouvelles compétences, pour créer une vision systémique au-delà des silos habituels. Non, il ne faut pas avoir une politique publique dans un ministère de l'Environnement sur le climat. Il faut avoir une approche transverse pour renforcer la résilience et pour agir dans tous les secteurs, construire ces transitions de système et transformer notre société. Et ce n'est pas simplement une histoire d'innovation technologique, c'est aussi une histoire d'innovation sociale, de nos choix, de nos modes de vie, de nos choix de consommation. Et c'est aussi des enjeux d'innovation frugale, c'est-à-dire une innovation qui soit abordable pour les plus pauvres partout. Merci de votre attention.